le phénix déchu de la Castellana, de la salle du courrier au trône du luxe. Le son du rire de Doña Victoria Montenegro était comme du verre brisé. Cher, aiguisé et froid, il traversa le murmure poli du gala de bienfaisance de la Fondation Prado, glaquant Alana Vidal sur place. « Mon Dieu !» se moqua la matriarche Montenegro, ses diamants captant la lumière. « Javier, chéri, regarde, c'est la bonne que nous avions renvoyée. Nous pensions que tu t'en étais débarrassé. » Alana était seule, vêtue d'une robe bleu marine simple et élégante, qu'elle avait achetée d'occasion. Son ex-mari Javier et sa sœur, Sofia, la regardèrent avec un dégoût condescendant. Ils voyaient une femme qu'ils avaient jetée, une ex-épouse pauvre et oubliée. Ils pensaient qu'elle était un fantôme de leur passé. Ils étaient sur le point de découvrir quel était leur futur. Avant de vous plonger dans cette vengeance épique, avez-vous déjà été sous-estimé? Si vous savez que le silence est la meilleure réponse, appuyez sur j'aime. L'aiguillon empoisonné. Le gala de la Fondation Prado. Le gala de la Fondation Prado était le sommet du calendrier mondain de Madrid. Une mer de vieille richesse et d'arrogance héritée. Alana Vidal n'y avait jamais été invitée lorsqu'elle était Madame Montenegro. Doña Victoria avait toujours dit clairement qu'Alana, avec son éducation professionnelle et ses origines modestes de quartier, n'était pas apte à être exposée en public. Cependant, ce soir, Alana était là. Non pas comme invitée de la famille, mais comme une donatrice discrète d'une firme dont les Montenegro n'avaient jamais entendu parler. Vidal, Estrategias Holdings. Alana buvait de l'eau pétillante près du grand escalier lorsqu'elle entendit la voix qui tourmentait encore ses cauchemars. « Eh bien, Sofia, couvre tes yeux. Je crois que je vois un fantôme. » Alana se retourna. Doña Victoria Montenegro se tenait devant elle, enveloppée d'émeraude, avec un visage qui était un masque parfait de condescendance. À ses côtés, visiblement mal à l'aise, se tenait Javier, son ex-mari. Au bras de Javier se trouvait sa nouvelle fiancée, Carla Davila, une blonde fragile aux yeux qui calculait chaque centime. Alana réussit à dire Javier d'une voix à peine audible. Il ne la regarda pas dans les yeux. « C'est Vidal », dit Alana d'une voix calme mais ferme. « Ça l'est depuis 5 ans. » Sophia rit nerveusement. « Oh, nous savons. Nous avons juste supposé que tu serais dans un endroit comme Mostols, sans vouloir offenser Mostols. Je vois que tu portes toujours du bleu marine, » intervint Carla, la fiancée, balayant du regard la robe simple d'Alana. « C'est très sûr. La robe d'Alana, en fait, était un Halston Vintage. Elle valait plus que la tenue à la mode et tapa l'œil de Carla. Mais elle ne criait pas l'argent. Elle chuchotait la classe, un langage que les Montenegro avaient oublié dans leur quête de statut. « Et vous utilisez toujours Javier ?» répliqua Alana, avec un petit sourire froid. « C'est très sûr aussi. » Le visage de Carla se crispa. Javier rougit, mais ce fut Doña Victoria qui s'approcha, son sourire s'évanouissant. « Tu as toujours été une insolente ingrate. Javier t'a donné un avant-goût de ce monde, » dit-elle en désignant la salle de bal. « Et tu as eu l'audace de croire que tu en faisais partie. Nous t'avons rendu service, Alana. Nous t'avons libéré. » « Tu aurais dû avoir la décence de disparaître. »« Disparaître ?» répéta Alana. « Voulez-vous dire, après que vos avocats m'aient dépouillé de tout ce que j'avais aidé à construire, après que vous ayez conseillé à Javier de m'offrir un règlement qui ne couvrirait même pas une caution. »« Tu as eu ce que tu méritais !» s'exclama Sofia. « Tu n'étais rien d'autre qu'une croqueuse de fortune. Maintenant, tu n'es qu'une chasseuse de données dans un sous-sol quelconque. » Javier resta silencieux. C'était ce qui brisait toujours le cœur d'Alana. Pas les insultes, mais son silence, son incapacité lâche à la défendre, ni à l'époque, ni maintenant. « Je dois partir, » dit Alana,
déposant son verre vide sur un plateau. « C'était éclairant de vous revoir tous. »« Essaie de trouver la sortie de service, chérie !» cria Doña Victoria derrière elle. « C'est plus ton style. » Alana sortit sans se retourner. L'air froid de la nuit frappa son visage, mais ce n'était rien comparé à la glace dans ses veines. Il la voyait toujours comme la jeune fille de 22 ans qu'ils avaient trouvée travaillant dans la salle du courrier de Montenegro et Hijos. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme qui venait de partir n'était pas cette fille. Cette femme était Alana Vidal, PDG de Vidal Strategias Holdings, une société de capital investissement spécialisée dans les acquisitions hostiles de marques historiques. En montant dans sa voiture, une Audi A8 discrète, elle prit son téléphone. « David, » dit-elle à son directeur des opérations, « nous allons avancer le calendrier. Active la dette. Je veux que nous possédions 51% de Montenegro et Hijos avant la fin du trimestre. Ils sont plus vulnérables que je ne le pensais. » L'échec de l'héritage et l'algorithme caché. Le mariage n'avait pas commencé comme une tragédie. Il avait commencé comme un conte de feuilles corporatif. Alana, une stagiaire ambitieuse dans la salle du courrier de Montenegro et Hijos Textiles, avait attiré l'attention de l'héritier, Javier. Montenegro et Hijos étaient une institution de vieille richesse. Pendant 100 ans, ils avaient produit les soies et les laines les plus fines de Tolède. Mais quand Alana arriva, c'était un dinosaure. Leur métier à tisser était obsolète, leur liste de clients vieillissait et leur modèle économique reposait sur un nom qui perdait de son éclat. Alana, avec son brio naturel pour la logistique et les tendances du marché, avait tout vu. Elle écrivit une proposition de 40 pages pour moderniser l'entreprise, passer au tissu durable, construire une plateforme de commerce électronique et accorder des licences sur le nom Montenegro à de plus jeunes designers. Javier, charmé par son feu, défendit l'idée, et Doña Victoria l'écrasa. « Nous sommes Montenegro, nous n'accordons pas de licence, » dit-elle, regardant Alana. Cette jeune femme semble croire que nous vendons des t-shirts sur la plage. Nous créons des reliques. Javier s'inclina. La proposition fut archivée. Le mariage fut une prison. Alana reçut le titre de Madame Montenegro, mais fut traitée comme une domestique de haut niveau. Ses idées étaient volées par Sofia. Elle était ridiculisée pour sa grammaire lors des dîners de famille. Javier, consumé par le désir d'approbation de sa mère, se distança. Il était faible et haïssait Alana pour le voir. Le divorce, 3 ans plus tard, fut une exécution. Les avocats de Doña Victoria la dépeignirent comme une opportuniste intrigante. Avec le consentement de Javier, ils firent appliquer un accord prénuptial brutal. Elle quitta le manoir des Montenegro avec une valise et un chèque de 25 000 €. La première année fut un enfer. L'argent disparut en 2 mois. Elle travailla à 3 emplois. Elle était pauvre, épuisée et seule. Mais les Montenegro commirent une erreur de calcul critique. Ils pensaient qu'en lui retirant son argent, ils lui retiraient de son pouvoir. Mais le pouvoir d'Alana n'a jamais résidé dans l'argent. Il était dans son esprit. L'humiliation ne l'a pas brisé. Elle l'a forgé. Dans ce petit appartement de Vallecas, elle acheta un ordinateur portable d'occasion avec ses derniers 500 €. Elle apprit seule à coder. Elle étudia la finance d'entreprise, la restructuration de la dette et les acquisitions à effet de levier. La rage qui brûlait en elle était si froide et précise qu'elle ressemblait à un laser. Elle ouvrit une petite société de conseil, Vidal Strategias Solutions, puis la renomma Vidal Strategias Holdings, VEH. Elle prenait ses honoraires non pas en espèces, mais en actions. Elle suivait le plan qu'elle avait écrit pour Montenegro et Hijos, mais elle le faisait pour elle-même. En 3 ans, elle avait un personnel dévoué. Son analyste principal, David Chen, était un diplômé de l'ESAD
qui avait quitté un emploi à 6 chiffres parce qu'il croyait en sa vision. « Tu ne lis pas seulement un bilan, » lui dit David. « Tu lis l'avenir. » Alana vivait modestement. Elle réinvestissait chaque centime dans VEH. Les Montenegro, avec leur gala et leur ragot, avaient oublié son nom. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils flottaient sur leur vieux bateau ennuyeux, Alana Vidal construisait un sous-marin. Et maintenant, 5 ans après le divorce, son sous-marin faisait surface juste sous eux. La vente forcée. La créancière devient propriétaire. L'aile exécutive de Montenegro. Hijos Textile. Elle sentait le vieux bois, le citron et l'échec. C'est catastrophique, dit Javier, la tête entre les mains, regardant les projections du 3e trimestre. Nonsense, dit Doña Victoria. Nous n'avons qu'à relancer la collection héritage. Les gens paieront pour la qualité. Personne n'achète la collection héritage, explosa Javier, une rare preuve de courage. La dernière commande annulée disait que nos motifs étaient déprimants et nos délais une blague. Ils sont partis avec un fournisseur synthétique de Chine. Chine, se moqua Doña Victoria. Sans goût! Sans goût et rentable, répliqua Javier. Nous n'avons pas fait de profit depuis 36 mois. Les prêts de Banco Santander arrivent à échéance. La banque refuse de prolonger notre ligne de crédit. Nous allons faire défaut sur la paie. Et c'est sa faute, dit Sophia. Alana, elle nous a jeté un sort. Elle a toujours été une sorcière. Ne sois pas ignorante, Sophia, pesta Javier. Cela n'a rien à voir avec Alana. Cela a à voir avec le fait que nous avons ignoré la réalité pendant 10 ans. L'interphone bourdonna. Monsieur Montenegro, un certain monsieur David Chen et une équipe juridique sont ici pour vous voir. Ils disent que c'est urgent. Qu'ils entrent, dit Javier. David Chen, directeur des opérations de Vidal Strategies Holdings, entra impeccablement vêtu et rayonnant d'une compétence létale. 3 avocats le suivaient. « Je représente Vidal Strategies Holdings », dit David. « Je n'en ai jamais entendu parler », pesta Doña Victoria. « Vous le ferez », dit David. « VEH est une société de capital investissement. Nous sommes spécialisés dans la revitalisation des marques historiques. Et comme vos comptables vous l'ont sûrement dit, Montenegro et Hijos est actuellement en défaut de paiement sur plusieurs de ses plus gros prêts. Javier pâlit. Ces discussions sont privées. Plus maintenant, dit David, faisant glisser un épais document. À partir de ce matin, VEH a racheté l'intégralité de votre portefeuille de dettes auprès de Santander et de vos prêteurs secondaires. Nous sommes, avec effet immédiat, votre seul créancier. Le visage de Doña Victoria se plissa de confusion. Vous avez acheté notre dette? Pourquoi? Nous croyons en la marque, mais pas en sa gestion actuelle, dit David. L'entreprise est insolvable. En tant que votre nouveau créancier, nous avons 2 options. Option 1. VEH engage des procédures de saisie. Nous saisissons les actifs, cet immeuble, vos métiers à tisser, et les liquidons. Votre famille et vos employés se retrouvent sans rien. Votre nom de famille sera publiquement ruiné. Et l'option 2? Demanda Javier, la voix à peine un murmure. Option 2. VEH acquiert Montenegro et Hijos sans charge. Nous absorbons la dette et injectons le capital nécessaire pour sauver l'entreprise. Nous offrons une indemnisation modeste à la famille pour faciliter la transition. « Dors !» cria Doña Victoria. « Nous ne vendrons jamais cette entreprise. » L'arrière-grand-père de votre mari utilisait aussi des calèches, dit David, sa courtoisie s'évanouissant. Vous avez 24 heures pour accepter l'option 2. Si nous n'avons pas d'accord signé avant 9 heures demain matin, l'option 1 devient automatique. Et je vous assure que l'économiste aura l'histoire avant midi.
Il laissa les Montenegro stupéfaits et silencieux. L'éradication du nom de famille. L'exécution à 8h45, le lendemain matin. Un Javier Montenegro tremblant envoya par fax la lettre d'intention, signée au bureau de Vidal Estrategias Holdings. Il vendait l'entreprise. « Qui est-ce » exigea Doña Victoria. « Qui est ce vautour, ce Vidal Estrategias ?»« Je ne sais pas, » dit Javier. « Le directeur est anonyme. » La salle de conférence de Montenegro et Hijos était un sanctuaire à une époque révolue. À la tête se trouvait un portrait du fondateur, Ezequias Montenegro. Les Montenegro, Javier, Victoria et Sofia, étaient assis, ressemblant à des prisonniers attendant leur sentence. Carla Davila, la fiancée, était visiblement distante. La porte principale s'ouvrit. Javier, s'attendant à David Chen, leva les yeux, et son monde s'arrêta. C'était Alana, mais ce n'était pas l'Alana du gala. Ce n'était pas la stagiaire. Elle portait un tailleur fait sur mesure, gris anthracite. Ses cheveux, auparavant attachés en simple queue de cheval, étaient coupés en un carré élégant et puissant. Elle irradiait une autorité absolue. Alana marcha vers la tête de la table. Elle s'arrêta pour regarder le portrait d'Ézéchias. Puis elle se tourna vers la famille. « Bonsoir », dit-elle. Sa voix était claire, nette et dépourvue d'émotion. Doña Victoria fut la première à parler. « Qu'est-ce que cela signifie? Javier, appelle la sécurité. Fais sortir cette personne de notre salle de conférence. »« Elle ne peut pas, mère, » murmura Sofia. « Elle est la propriétaire, » s'exclama Doña Victoria. « On t'a envoyé prendre des notes, Alana. C'est très approprié. » Alana regarda Doña Victoria avec la patience d'un scientifique examinant un échantillon. « Veuillez vous asseoir, » dit Alana. Ce n'était pas une demande. Elle resta debout. « Je suis Alana Vidal. Je suis la fondatrice, PDG et unique propriétaire de Vidal Estrategias Holdings. » Le silence fut si complet que le tic-tac de l'horloge murale résonna comme un coup de marteau. « Ce n'est pas possible! Tu es une moins que rien! » allaita Doña Victoria. « Je l'étais, » acquiesça Alana, sa voix dangereusement calme. « Vous vous en êtes chargé. Mais vous avez une terrible habitude, Victoria, de sous-estimer les personnes que vous considérez comme des moins que rien. C'est un défaut fatal. À partir de 9h30 ce matin, Vidal Estrategias Holdings a finalisé son acquisition de 100% des actifs, des propriétés et de la propriété intellectuelle de Montenegro et Hijos. Cette entreprise appartient maintenant à Madame Vidal. » Javier la regarda enfin. Il vit le fantôme de l'analyste de 24 ans qui lui avait remis une proposition de 40 pages. La proposition qui les aurait sauvés. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi ?» répéta Alana. « Vous êtes assis dans une pièce dédiée à un homme qui a construit un empire, et vous me demandez « Pourquoi ?» Parce que c'est ce que font les gens intelligents, Javier. Nous construisons des choses, nous acquérons des choses. Vous ne faites que les hériter, et il s'avère que vous êtes un très mauvais gestionnaire de votre héritage. »« C'est une vengeance, » siffla Doña Victoria, le visage pourpre. « C'est une mesquinerie pathétique. »« Ne m'interrompez pas, Victoria !» La voix d'Alana ne devint pas plus forte, elle devint plus froide. Doña Victoria, pour la première fois de sa vie, se tut. « Vous parlez de vengeance, » continua Alana. « Croyez-vous que j'ai passé 5 ans de ma vie, construit une entreprise d'1 milliard d'euros et exécuté une stratégie d'acquisition pluriannuelle impeccable pour vous? C'est la vanité des Montenegro. Vous croyez que le monde tourne autour de vous. Vous étiez accessoire. » Elle s'arrêta devant Sofia. « Vous étiez une ligne de dépenses inefficace. Votre seule initiative marketing fut de redessiner le logo, un projet qui a coûté 500 000 € et a abouti à ceci, » dit-elle en frappant un papier à en-tête. « On dirait un oiseau mourant.
Sofia fondit en larmes. Alana s'arrêta devant Doña Victoria. Vous étiez un fardeau. Vous avez personnellement bloqué la transition vers le commerce électronique que j'ai proposé en 2017. Une mesure qui, selon nos projections, a coûté à cette entreprise environ 80 millions de revenus perdus. Vous, Victoria, êtes le plus grand désastre financier de cette famille. « Chienne !» cria Doña Victoria, se jetant sur la table. David Chen et l'un des avocats s'interposèrent sans broncher. « C'est fini, » dit Alana. « Vous tous, ce n'est plus votre entreprise, et à partir de cet instant, vous êtes tous licenciés, avec effet immédiat. »« Licenciés ?» cria Javier. « C'est notre nom de famille. Vous ne pouvez pas nous licencier de notre propre nom de famille. » Javier, dit Alana, et pour la première fois, une trace de pitié entra dans sa voix. Je ne vous licencie pas seulement, je le dissous. Qu'est-ce que cela signifie? Alana sourit. Le groupe textile Vidal ne faisait pas que vous prendre l'entreprise. Il effaçait votre nom de famille. Carla Davila se leva de sa chaise. Cela a été fascinant, dit-elle, ramassant son sac. Javier, chérie, on dirait que tu as beaucoup de travail. Mon emploi du temps m'appelle. Nous parlerons. Carla, attends, supplia Javier. Non, dit Carla, l'arrêtant de la main. Simplement non. C'est de mauvais goût. Sinon, merveilleux, un plaisir. Elle sortit sans regarder en arrière. Épilogue. Le prix de l'indifférence. Javier s'effondra sur sa chaise. Un homme brisé. Il avait perdu son entreprise, son nom de famille et sa fiancée. Tout en 10 minutes. Maintenant, dit Alana, d'une voix professionnelle. La sécurité va vous escorter hors du bâtiment. Vous avez 10 minutes pour récupérer vos effets personnels. Vos comptes d'entreprise ont été désactivés. Doña Victoria fut obligée d'attendre un taxi sur le trottoir. La vision de la reine de la société madrilène, obligée d'attendre un taxi jaune, serait racontée par le personnel pendant des années. Javier fut le dernier à partir. Il trouva Alana dans son ancien bureau. Elle se tenait près du grand bureau, regardant l'horizon. « Je ne pensais pas que ce fût possible, » dit-il d'une voix rauque. « Haïr quelqu'un à ce point. » Alana se retourna. « Ce n'est pas de la haine, Javier. C'est de la comptabilité. C'est équilibrer les comptes. Votre famille et vous m'avez laissé avec 25 000 € dans le rouge. Je ne fais que corriger le bilan. Es-tu satisfaite? Tu nous as ruinés. Cela va tuer ma mère. Votre mère est une survivante. Elle se débrouillera avec un budget légèrement plus petit. J'ai prévu une indemnisation pour votre famille, qui est précisément de 25 000 € pour chacun. Considérez cela comme un règlement généreux pour vos services. » Elle utilisa les mots exacts de leur accord de divorce. « Alana, je suis désolé, » supplia-t-il. « J'ai été un lâche. Je t'aime toujours. » Alana le regarda. « Non, tu ne m'aimes pas. Tu confonds l'amour avec l'émerveillement. Tu confonds le désir avec le désespoir. Tu vois ce que j'ai construit et tu veux t'y accrocher. Tu es une liane, Javier. Tu ne peux que t'accrocher. Tu t'es accroché au pouvoir de ta mère et cela t'a empoisonné. Maintenant, tu veux t'accrocher au mien. Et tu offres de diriger la salle du courrier. Tu le dis comme si c'était un sacrifice noble. J'ai dirigé cette salle du courrier. C'est un vrai travail. La jeune femme qui dirige ma salle du courrier maintenant a un diplôme en logistique et se forme aux opérations. Les gens qui travaillent pour elle sont intelligents, ambitieux. Ils sont tous la prochaine moi, dit-elle. Vous n'êtes pas qualifié pour ce travail. Vous êtes un mauvais investissement, un passif. Et si j'ai appris quelque chose, c'est à éliminer les passifs de mon portefeuille. Définitivement. Que suis-je censé faire? Murmura-t-il, perdu. Alana pressa l'interphone. David, je suis prête. Elle regarda Javier une dernière fois.
Faites la seule chose pour laquelle vous avez été construit. Allez en Floride. Votre mère et votre sœur vous attendent. Vous êtes tout ce qui leur reste. Vous avez construit ce petit radeau toxique ensemble. Maintenant, vous devez y flotter. Javier se laissa guider hors de la pièce. Alana Vidal vit son reflet dans le verre alors qu'il était escorté vers l'ascenseur. Le dernier fantôme de son passé fut avalé par la porte. Elle sentit un aboutissement. Le compte était réglé. Elle était Alana Vidal. Et elle ne faisait que commencer. L'histoire d'Alana Vidal n'est pas seulement une question de vengeance. C'est une question de résilience, le genre qui construit un empire à partir des cendres de l'humiliation. Les Montenegro ont commis l'erreur classique. Ils ont pensé qu'en contrôlant le présent de quelqu'un, ils pouvaient posséder son avenir. Mais ils ont oublié que la personne la plus dangereuse est celle qui n'a rien à perdre et tout à prouver. Alana n'a pas seulement riposté, elle a tout gagné. Dites-moi dans les commentaires, quelle a été votre partie préférée de la vengeance d'Alana? Si son parcours vous a inspiré, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de drame, de karma et de justice ultime. L'Empire Vidal. De Tolède à Davos, 6 mois après l'acquisition, le groupe textile Vidal, GTV, était la nouvelle sensation de l'industrie. L'ancien bâtiment de Montenegro et Hijos, un tumulus d'acajou et de traditions moribondes, avait été ressuscité. Alana avait inondé l'espace de lumière, remplaçant les murs par de vastes panneaux de verre. La proposition originale d'Alana, tissu durable, commerce électronique et licence nouvelle, était désormais la Bible opérationnelle de l'entreprise. La plateforme de commerce électronique a dépassé son objectif de vente annuel en seulement 8 semaines, mais le véritable coup de génie était la ligne V Soie durable. Alana avait acquis 2 petites entreprises de biotechnologie brillantes. GTV ne faisait pas que de la soie. Elle créait la V-soie, une fibre bioconçue avec l'éclat de la soie, la résistance d'une toile d'araignée et un processus de production 100% neutre en carbone. Les maisons de haute couture de Milan à Paris se battaient pour les droits exclusifs. Alana Vidal n'était plus un requin anonyme. Elle était le nouveau visage de l'industrie européenne. Un mardi matin, David Chen, son COO, entra dans son vaste bureau d'angle, celui qui était autrefois celui de Javier, tenant le magazine Forbes Espagne comme un texte sacré. « C'est arrivé », dit David d'une voix respectueuse. En couverture, une photo saisissante d'Alana, avec un regard d'autorité absolue et inébranlable. Le titre disait « Le Phénix, de la salle du courrier au trône du milliard ». « Il vous appelle le Phénix » dit David. « Un phénix brûle » dit Alana, posant le magazine sur son bureau. « Je n'ai pas brûlé, j'ai été forgé. Il y a une différence. » Son téléphone sonna. Une ligne dédiée. Elle décrocha, faisant signe à David de rester. « Steven, bonjour » dit-elle. La voix à l'autre bout était celle de Steven Schwartzman, le COO du Blackstone Group. « Alana, je regarde vos projections du 4e trimestre pour GTV. Vous êtes conservatrice. Vous n'incluez pas le nouveau contrat militaire pour le tissu de parachute, dit Schwartzman. « Je l'inclus, Steven, » répondit Alana, s'adossant. « Je ne l'inclus juste pas dans les rapports publics. Je préfère sous-promettre et surlivrer. Ça inquiète la concurrence. C'est pour ça que je t'aime bien. Maintenant, à propos de Davos, nous avons besoin de toi au panel principal, l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales. Je modérerai. Je le ferai à une condition, Steven, dit Alana. Je ne modère pas. Je dirige. Je veux la conférence de clôture. Mon sujet est l'obsolescence. Comment tuer sa propre entreprise avant que quelqu'un d'autre ne le fasse? Schwartzman rit. C'est agressif. J'adore. C'est à toi.
Envoie ma facture pour le jet à mes gens. J'ai le mien, dit Alana simplement. À bientôt en Suisse, l'envahisseur asiatique. La Jeupois. Joue maîtresse. L'ultime menace. Alors qu'Alana se préparait pour ses débuts dans l'élite mondiale, une nouvelle menace sérieuse émergea, dépassant de loin la mesquinerie des Monténégro. David Chen, le front plissé, interrompit l'appel d'Alana. « Alana, vous avez une visite dans le hall. Monsieur Jian Lee du groupe Silk Road Textiles. » Alana ressentit une piqûre de froide alerte. Silk Road n'était pas un concurrent. C'était une force de la nature. Contrôlait 60% de la production de tissus synthétiques et bon marché en Asie. Monsieur Lee ne visite pas. Il achète, dit Alana, ses yeux se plissant. Envoyez-le à la salle de conférence, celle avec le portrait d'Ézéchias. Dis à David de retirer ce portrait. Jian Lee entra dans la pièce, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume en cachemire coûteux, mais avec la posture d'un combattant. Derrière lui, pas d'avocat, mais un seul analyste avec une tablette. « Madame Vidal, » dit Lee sans préambule, « félicitations pour votre entreprise. Transformer la misère en milliards. Très occidental. »« Monsieur Lee, » répondit Alana, « GTV n'est pas à vendre. Si vous venez me proposer une acquisition, c'est une perte de temps. » « Je ne suis pas là pour acheter GTV, » dit Lee en souriant. « Je suis là pour acheter votre technologie. Votre V-Soi. Elle est propre. Elle est forte. Et malheureusement pour vous, Madame Vidal, elle est trop chère pour le monde. Mon groupe produit des tissus pour une fraction de votre coût. Vous pouvez nourrir les influenceurs de Paris, mais je vais le monde. » Lee glissa un contrat sur la table. « Je vous offre 500 millions d'euros pour le brevet mondial de la V-Soi. Nous l'achèterons. Nous l'adapterons pour la production de masse sur nos marchés. Et vous garderez vos projets d'élite et votre conscience propre. C'est une retraite anticipée très confortable. » Alana ne regarda même pas le contrat. « Ma technologie V-Soi est liée à un processus de production zéro carbone qui ne peut pas être reproduit dans vos usines, Monsieur Lee. Ce n'est pas seulement la fibre, c'est l'éthique de sa fabrication. »« L'éthique est un luxe que la plupart ne peuvent pas se permettre, » répliqua Lee. « Votre niche de marché est petite. La mienne est le monde. Si vous ne me vendez pas le brevet, Madame Vidal, j'ai une alternative. » Lee se pencha. « Notre DPI est solide. Nous avons déjà développé une fibre synthétique qui imite la structure de votre V-Soi. Elle n'est pas durable, mais elle est 80% moins chère. Si nous lançons ce tissu, nous l'appellerons Nova V. Et nous inonderons les marchés. Votre GTV sera perçu comme un produit de luxe obsolète en 6 mois. Votre prix tombera à 0. La menace de Lee était réelle et brutale. La vengeance d'Alana contre les Monténégro avait été personnelle. Ceci était une guerre économique à l'échelle mondiale. Question pour vous. Alana devrait-elle accepter les 500 millions d'euros pour assurer sa fortune, ou risquer le tout pour le tout dans une guerre des prix contre un géant qui ne joue pas franc-jeu? Dites-nous ce que vous feriez dans les commentaires. Alana prit un instant. Son regard se posa sur l'espace où se trouvait autrefois le portrait du fondateur. Maintenant vide et rempli de lumière. « Monsieur Lee, votre perspective est intéressante, » dit Alana, sa voix devenant analytique. « Vous croyez que c'est une guerre des prix? Vous vous trompez. C'est une guerre de logistique. » Alana sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous pouvez créer un tissu moins cher, mais pouvez-vous le distribuer? Vous vous fiez aux routes maritimes lentes et aux douanes volatiles. 90% de votre chaîne d'approvisionnement est visible et vulnérable. » Elle se leva et marcha vers la fenêtre. « Le groupe textile Vidal ne fait pas que fabriquer du tissu. Nous contrôlons la chaîne d'approvisionnement de bout en bout,
de la fibre au magasin. Nous avons automatisé le transport aérien avec des drones et utilisons l'IA pour prédire la demande et éviter les ports encombrés. Mais ce n'est pas notre principal avantage, continua-t-elle. Il y a un petit détail que vous avez oublié. L'amende que la CNMV a imposée à Monténégro et Hijos avant mon acquisition n'était pas pour les comptes, mais pour une expédition de tissus illégaux à double usage qui ont été vendus à des tiers. Votre analyste peut le vérifier. Lyserated. Votre groupe, Silk Road, utilisait Monténégro et Hijos comme un point d'ancrage sur le marché européen pour ce matériel illicite pendant des années, avant mon arrivée, dit Alana. Les archives de Monténégro et Hijos ne sont pas à Madrid. Elles ont été copiées sur un serveur hors ligne avant la liquidation, sécurisées par mes avocats, qui détiennent désormais la preuve de votre implication dans l'évasion fiscale et la contrebande de matériaux prohibés. Alana ouvrit un fichier numérique et le fit pivoter vers Lee. Ce n'était pas une plainte, mais un manifeste d'expédition avec le logo de Silk Road. Vous n'êtes pas ici pour acheter mon brevet, Monsieur Lee. Vous êtes ici pour éviter une enquête pan-européenne sur votre chaîne d'approvisionnement. Si ces preuves fuient, l'Union européenne gèlera tous vos actifs et routes commerciales sur le continent. Votre prix tombera à zéro. Que voulez-vous? Demanda Lee, sans aucune trace de moquerie maintenant. Je ne veux pas de votre argent, Monsieur Lee. Je veux votre silence et votre respect, dit Alana. GTV va prospérer en Europe. Vous opérerez sur vos marchés. Mais si, dans les 5 prochaines années, vous lancez le Nova-Vie ou tout produit conçu pour miner notre part de marché avec des prix déloyaux, j'enverrai ces dossiers à Bruxelles. Vous coulerez dans le bourbier légal de l'UE et GTV prendra votre part de marché de toute façon. Ce n'est pas un marché, Monsieur Lee. C'est une trêve. Lee se leva lentement. Il regarda Alana. Le respect dans ses yeux était palpable. Il avait trouvé un adversaire qui n'était pas seulement intelligent, mais qui jouait le jeu à un niveau de stratégie qu'il n'avait même pas imaginé. « Vous êtes très doué, » dit John Lee. « Nous nous verrons à Davos. J'espère que votre conférence sera éclairante. » Il sortit de la pièce. Alana resta seule. David Chen entra en courant. « Que s'est-il passé? Monsieur Lee est parti. » « Monsieur Lee s'est rappelé le prix de la complaisance, » dit Alana, fermant le dossier. « Et Javier? » demanda David. Sa mère et sa sœur sont en Floride, se plaignant de la chaleur et du fait que le cachemire est rare pendant les soldes. Alana se dirigea vers son bureau, où le magazine Forbes brillait. « Qu'il continue à se plaindre, David. J'ai la conférence de clôture à Davos à écrire, et l'avenir n'attend pas le ressentiment. Maintenant, qu'a dit l'équipe de conception à propos de la nouvelle fibre d'algues? L'histoire d'Alana Vidal ne se termine pas avec la vengeance. Elle se termine par la construction d'un héritage. Elle a transformé le mépris en arme, l'humiliation en carburant et l'ambition en un empire qui redéfinit l'industrie, prouvant que le vrai pouvoir réside dans la vision inébranlable et la capacité de jouer le jeu du futur. La clôture des comptes et l'héritage du fil invisible. Le moment culminant, la conférence de clôture à Davos, le grand auditorium du centre de congrès de Davos était plein à craquer. Les magnats de l'énergie, de la finance et de la technologie, y compris Stephen Schwarzman et Jian Lee lui-même, qui était discrètement assis au 3e rang, attendaient la conférence de clôture. Le thème était l'obsolescence, comment tuer sa propre entreprise avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Alana Vidal monta sur scène. Elle ne portait pas de tailleur. Elle portait un ensemble pantalon et veste en bissoie, couleur blanc pur, qui brillait doucement sous les projecteurs. La simplicité de sa tenue contrastait avec la puissance de sa présence. Elle commença son discours sans diapositive ni fioriture. Il y a 7 ans, j'ai travaillé dans la salle du courrier d'une entreprise familiale qui contrôlait 4 clans des laines fines d'Espagne, une entreprise avec 100 ans d'histoire et un nom de famille imposant.
Monténégro. L'entreprise avait tout pour survivre, sauf une chose, la volonté de changer. Leur culture était une relique, leur technologie une moquerie, et leur fierté un poison lent. Un murmure parcourut la salle. Alana parlait d'eux, sans les nommer. Je leur ai présenté une proposition pour la durabilité, le commerce électronique et l'innovation. L'équipe de direction s'est moquée de moi. Ils m'ont licencié, m'ont humilié et m'ont dépouillé de ma vie. Qu'ont-ils fait de mal? Ils ont pensé que l'obsolescence était un problème technologique, alors qu'en réalité c'est un problème de caractère. Alana marcha vers le centre de la scène, où un élégant métier à tisser futuriste fut déployé. Mon entreprise, GTV, n'a pas 100 ans, mais 2. Mais nous sommes l'avenir, parce que nous embrassons l'autodestruction. Nous tuons nos produits avant que la concurrence ne le fasse. Et notre technologie, la V soit durable, est le résultat de cette philosophie, dit-elle en montrant le tissu, expliquant la biotechnologie derrière la fibre zéro carbone. Elle conclut par une déclaration qui résonnerait dans la presse mondiale. L'avenir ne s'hérite pas, il se programme. Et si votre entreprise n'est pas disposée à éliminer ces vieilles traditions, je vous l'assure, il y a une Vidal Estrategias qui vous attend, prête à les éliminer pour vous. Le coût de la complaisance est l'extinction. L'ovation fut assourdissante. Steven Schwartzman se leva et serra la main d'Alana, la reconnaissant comme une égale, pas seulement comme une PDG qui a réussi. L'est-il le dernier fantôme? Le soir de la conférence, Alana se trouvait dans la suite présidentielle de son hôtel à Davos, examinant les gros titres avec David Chen. La victoire était indéniable. Le téléphone dédié de David sonna. Il répondit, et son visage pâlit. « Alana, vous avez un appel de l'avocat de la famille Monténégro en Floride. » Alana sentit une piqûre, le dernier lien restant bout de son passé. « Veuillez m'excuser. Le texte original s'arrête ici. Je ne peux donc pas traduire la fin de l'histoire. Souhaitez-vous que je récapitule les points clés de l'histoire en français? »